Bonjour et bienvenue à tous sur le Lab Manpower Group pour cette 7e édition de Vivatech. Pendant les 4 prochains jours, nous réinventons ensemble le monde du travail et nous présentons également les dernières innovations RH en matière d'utilisation éthique de l'IA, d'expérience immersive dans le domaine du recrutement ou encore les dernières solutions IT pour améliorer l'expérience des collaborateurs. Une vraie conviction pour Manpower Group. La technologie, une réelle opportunité pour développer le potentiel des hommes et la nouvelle ère des talents en laquelle nous croyons est bien celle de l'alliance des talents et de la technologie. Et puis également, en ce début d'année, une très bonne nouvelle pour Manpower, puisque Manpower a intégré la grande famille du rugby en tant que partenaire officiel de la Fédération française et de ses équipes. Nous sommes évidemment très très fiers d'accompagner des équipes talentueuses et engagées autour de valeurs qui correspondent en tout point à celles de notre marque. Pour cette raison et à moins de 100 jours de la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en France, nous sommes vraiment très heureux et merci encore d'être venus, de recevoir pour ce panel 2 représentants de France Rugby qui utilisent tous les jours la data comme levier de performance. Donc Jean-Marc Béderet, bonjour. Vous êtes entraîneur national en charge de la formation professionnelle des managers haute performance chez France Rugby. Merci encore d'être là. Jérémy Chiradam, bonjour, vous êtes Lead Data Scientist chez France Rugby également. Petite question pour Jérémy pour commencer. La Fédération française de rugby est connue pour son usage précurseur de la data, des nouvelles technologies pour développer la performance. En tant que Data Scientist, pouvez-vous nous expliquer comment ce que ça signifie concrètement dans votre rôle et comment effectivement vous utilisez cette data au sein de France Rugby. Et puis si vous pouvez nous donner aussi un exemple d'usage de cette donnée, ça serait intéressant. Ouais, merci. Okay, merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, la data, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est un moyen parmi tant d'autres, parmi toute notre boîte à outils. On a effectivement la data qui nous permet d'objectiver tout un tas d'informations qui peuvent ensuite donner des informations justement utiles pour les différents décideurs, donc notamment au sein d'un staff, donc que ce soit le coach, le préparateur physique ou encore tout le staff médical. Et donc tout ça, effectivement, on l'emploie depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment par le biais du département recherche en fait, qui a été créé il y a une quinzaine d'années et qui est toujours dirigé aujourd'hui par Julien Pissionne. Et ce département même recherche, il a été renommé depuis un petit moment maintenant accompagnement de la performance. Donc l'objectif, c'est que même si effectivement il y a une grande part de la recherche, c'est que celle-ci soit toujours appliquée pour le terrain. C'est toujours dans l'idée de pouvoir donner des indications, des choses qui ont été vérifiées aussi scientifiquement, mais d'un point de vue vraiment terrain et qui soient utiles au quotidien. Donc pour ça, effectivement, ce département s'est étendu à plein de secteurs, hein, que ce soit sur l'analyse du jeu, sur l'analyse physique ou encore sur la préparation des staffs et l'accompagnement mental, qui est aussi un secteur important. Et donc, effectivement, ce département, il va mettre à disposition des différents staffs des moyens humains, scientifiques et technologiques pour aider chacune des équipes dans leur projet de performance. Donc, pour citer des exemples, par exemple, de moyens technologiques, on a développé avec des groupes comme Thales, par exemple, un simulateur de mêlée depuis maintenant une dizaine d'années et qui est pour le coup, unique au monde. Et on a aussi plus récemment développé ce qu'on appelle une salle environnementale. Donc c'est une salle de musculation pour laquelle les joueurs peuvent s'entraîner avec différentes conditions environnementales, que ce soit du coup l'humidité, la température ou encore l'altitude. Donc ça, c'est des outils un peu qui sont assez marquants et qui peuvent permettre de montrer concrètement ce qui peut être fait par le département au service des équipes. Mais après, effectivement, il y a tout un champ autour de la data qui est en pleine expansion en plus ces dernières années, mais il y a certains indicateurs et certains outils qu'on utilise depuis un moment, notamment dans le rugby de manière générale, comme notamment les GPS, donc qui sont des petits boîtiers que les joueurs portent à chaque entraînement et chaque match, et qui permettent d'avoir beaucoup d'informations sur tout ce qui va être le déplacement et l'activité du coup physique du joueur, ses accélérations avec différents niveaux d'intensité, et encore de manière de plus en plus fine maintenant le nombre de contacts. Donc ça, c'est un des premiers plans de données un peu qu'on peut avoir, mais on a plein d'autres données additionnelles autour de tout ça. Tout ce qui va être des données qui vont pouvoir être collectées en salle de musculation, puisque forcément les joueurs de rugby passent aussi beaucoup de temps dans ces endroits. Et on a aussi beaucoup de questionnaires aussi de suivi d'état de forme pour savoir aussi comment le joueur va avoir ressenti certaines séances, comment il va avoir dormi, etc. pour pouvoir essayer d'optimiser encore une fois son état de forme et éventuellement adapter sa charge de travail.
Et après, au-delà de ça, on a de nouvelles technologies aussi qui arrivent, notamment par exemple les protège-dents connectés. Donc ça, c'est de nouvelles technologies qu'on appréhende petit à petit et qui permettent de mesurer notamment le niveau de contact, notamment au niveau de la tête. Et après, on a aussi encore d'autres choses, peut-être même plus liées avec le jeu, comme le ballon connecté, où là maintenant aussi on a selon sur certaines périodes et pour certaines équipes des ballons pour lesquels on a une puce à l'intérieur du ballon et qui nous donne aussi plein d'informations aussi sur le déplacement du ballon. Et au-delà de ces données tous centrées sur l'aspect plus physique, on a aussi des données forcément produites en interne également sur le jeu et pour pouvoir adapter donc, la stratégie et la tactique qu'on va vouloir mettre en place. Et donc là qui vont être soit des données créées par nos analystes vidéo ou par des fournisseurs de données sportives. Donc voilà, la data en fait elle est un peu partout autour de nos projets de performance. Bon, forcément c'est un élément comme je l'ai dit parmi tant d'autres, mais on a tendance à l'accentuer même de plus en plus, notamment avec des coachs comme Fabien Galtier qui sont très friands un peu de ces datas-là et qui permettent aussi d'avancer de plus en plus dans certaines analyses à ce niveau-là. Merci, c'est très clair et on comprend bien que les données analysées sont extrêmement importantes pour l'entraînement ou pour la préparation des équipes. Jean-Marc, comment intégrez-vous cet usage des données dans votre travail sur la performance des équipes et également, cela a-t-il été facile de les faire adopter? C'est vrai qu'on sait que cette phase d'adoption n'est pas toujours facile, donc comment vous y êtes-vous pris? L'utilisation des data, elle est vraiment, elle fait partie vraiment de notre projet de performance. Donc c'est un élément, ça n'est entre guillemets sans rien de péjoratif, c'est un outil. Mais c'est à la fois un outil qui nous permet d'objectiver, comme l'a dit Jérémy, d'objectiver la performance. Et en même temps, de par le champ des possibles qui explose chaque année, des ressources humaines comme Jérémy et tout le département qui nous propose à chaque fois des nouvelles choses, ça ouvre aussi des perspectives. Vis-à-vis des joueurs, il n'y a eu aucun mal parce que dans tous les cas, les joueurs vivent avec un environnement et on vit de plus en plus dans un environnement analogique où on a des données. Donc l'enjeu, il est quand même avec les joueurs, c'est de bâtir, de donner du sens. Voilà, de donner du sens à l'utilisation des données. Ça vaut pour les joueurs, mais ça vaut aussi pour le staff, bien évidemment. Donc je crois que voilà, vraiment la data elle nous permet en fait d'objectiver les choses, d'objectiver des fois des ressentis, des croyances qu'on peut se bâtir sur la façon qu'on a de jouer ou sur la performance qu'on a pu effectuer. Moi, je prends un exemple. On avait, il y a plus d'une quinzaine d'années, on avait réfléchi au French Flair, ce qui nous caractérise, notre culture, notre identité. Ça, je crois que c'est important pour toute entreprise. Je ne sais pas si c'est moi. Et du coup, c'était... Qu'est-ce que le French Flair? Donc forcément, quand on échange avec les entraîneurs, chacun peut livrer son ressenti, s'appuyer sur des images. La data permet quand même d'objectiver, c'est-à-dire qu'elle nous a permis de certainement préciser clairement quels étaient les facteurs clés de performance, les KPI que tout le monde utilise dans les entreprises, de vraiment les définir pour pouvoir s'y référer. Et sur l'ensemble des équipes de France, parce que c'est vrai qu'il y a le 15 de France, mais la fédération s'occupe de 13 équipes de France, permet aussi d'agréger tout le monde dans le même sens, vers le même projet. Donc la data sans aucun problème a été utilisée. Maintenant, c'est de dire, comme le disait Jérémy, c'est comment on l'intègre dans notre activité, comment ça devient quelque chose qui vient optimiser la performance, ou tout au moins la préparation à la performance. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que en fait, la data, elle vient mesurer une performance qui a eu lieu. C'est factuel, c'est assez objectif, donc ça vient mesurer quelque chose qui a existé et pour préparer quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà. Et la performance qui est à faire, elle est à venir. On ne peut pas la prédire à 100%, et c'est ce qui fait la richesse, je pense, du sport, l'incertitude. Ce qui fait aussi la précarité des fois des rôles d'entraîneur parce que voilà, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais dans tous les cas, la data, voilà, ce qui compte, c'est comment on l'intègre en fait dans notre modèle de performance. Et si je devais vous montrer notre modèle de performance, ce n'est pas la data qui est au cœur. Ce qui est au cœur de notre modèle de performance, c'est la confiance. C'est la confiance entre les joueurs dans leur équipe, dans le staff, du staff d'un entraîneur dans son staff et dans la structure. Et la data n'est qu'un outil qui va venir là-dedans aider les entraîneurs, aider les joueurs à mieux se préparer et à mieux objectiver ce qu'ils font. Donc c'est vraiment quelque chose, on en parlait tout à l'heure, de dire c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment aider les joueurs à
à avoir des retours, des feedbacks qui soient précis sur ce qu'ils font. Maintenant, l'enjeu pour l'encadrement et pour les joueurs, pour l'équipe, c'est de rester toujours centré sur l'objectif qui est de jouer ensemble, de performer toujours au service de l'autre. Et les dérives, on sait aussi qu'il faut qu'on s'intéresse, et c'est pour ça qu'on travaille vraiment de pair, et que Jérémy n'est pas là uniquement pour nous donner des chiffres sur l'utilisation, c'est de comment on va pouvoir utiliser ça, toujours au service du projet collectif, toujours au service de la performance, pour éviter des dérives. Je vous en donne une, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de dire qu'à la sortie de l'entraînement, en fait, quand le joueur va voir les données, c'est uniquement pour faire référence à ce qu'il a fait et voir s'il a été le meilleur par rapport aux autres. Alors qu'en fait, c'est une indication qui doit lui donner du feedback sur ce qu'il a fait, mais toujours dans un projet collectif, toujours dans l'idée de quels sont les objectifs qu'on s'est fixés individuellement au service du collectif. Et ça, il y aura toujours ce rapport, ce traitement de la donnée, qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur du staff, dans la relation avec les joueurs qui sera déterminant. Vous avez raison, rien n'est possible sans confiance. Peut-être une question maintenant pour tous les deux. Peut-être Jérémy, vous allez commencer. C'est vrai que là, le compte à rebours est lancé, on est à l'approche du Coupe du Monde. C'est vrai que le projet bleu et le 15 de France sont bien sûr au cœur de l'actualité, et pas seulement de l'actualité sportive, enfin, l'actualité du pays. Et nous sommes, je pense, tous très intéressés par la manière dont vous préparez ce rendez-vous particulièrement, justement en lien avec la donnée et puis son analyse. Ouais, effectivement, c'est une grande échéance pour nous. Donc c'est quelque chose qu'on a en tête depuis un petit moment. Mais au final, ça s'inscrit sur un projet de long terme. En fait, on n'a rien révolutionné pour cette Coupe du Monde par rapport à ça. C'est dans la continuité ce qui a été fait depuis maintenant des années, où du coup on continue justement d'améliorer de compétition en compétition nos différents process, qu'on re-questionne toujours effectivement en fonction des échecs qu'on a pu avoir, des avantages. C'est exactement ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, c'est très important, c'est qu'effectivement nous on mesure plein de choses, on prépare plein de choses, mais dans la réalité il y a plein de choses qui vont faire que ça ne va pas se passer comme ça. Donc justement il faut savoir justement mesurer un peu cette part d'incertitude qu'on a et pouvoir s'adapter à celle-ci aussi. Et donc effectivement la Coupe du Monde, alors il y a des spécificités de par le fait que cette fois-ci on va avoir les joueurs sur une beaucoup plus longue période, ce qu'on n'a pas forcément habituellement. D'habitude ils passent beaucoup plus de temps en club et nous on les a sur quelques semaines, donc d'un point de vue préparation physique, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc là, du point de vue de la data, il y a encore plus de choses qui vont aller dans des outils de suivi un peu longitudinal, encore une fois pour essayer de réduire le risque de blessure et d'optimiser surtout la performance physique. Donc là il y a plein de travaux qui sont faits, encore une fois avec différents outils un peu qui nous permettent de collecter de la donnée et d'en avoir ensuite un retour d'un éventuel niveau de fatigue ou de niveau d'état de forme du joueur. Et après, par rapport à ça, on a aussi d'autres choses plus sur le jeu, où là on est encore une fois sur des évolutions un peu constantes en fonction de nos réflexions, en fonction de aussi ce qu'on peut voir aussi dans d'autres secteurs, notamment le football par exemple peut être une source d'inspiration intéressante sur certaines méthodologies un peu d'analyse, et donc du coup on s'inspire de ça. On a fait des travaux au cours des derniers mois pour essayer de quantifier notamment la mesure à chaque instant en fait, d'un niveau d'opportunité et de risque. Et en gros ces mesures-là nous permettent ensuite d'autres formes d'analyse, et c'est des choses qu'on utilisera un peu au quotidien de la préparation. Donc, on est toujours en réflexion permanente, toujours en essayant justement d'évoluer, de ne pas rester sur nos acquis, mais tout en ayant connaissance des avantages un peu et des limites qu'on peut avoir. Et puis les compétitions, effectivement, elles s'enchaînent avant la Coupe du Monde. On a aussi la Coupe du Monde des jeunes qui va débuter là très prochainement. Donc effectivement, ça fait partie des objectifs aussi, où on va aussi mettre en place certaines choses, et c'est dans la continuité de tout le reste, quoi. Jean-Marc, si vous voulez rebondir également là-dessus, sur la Coupe. La Coupe du Monde, déjà, il y a une audience. Je vous invite aussi à très rapidement regarder. Il y a la Coupe du Monde des grands qui va démarrer au mois de septembre. Et il y a la Coupe du Monde des petits, entre guillemets, des moins de 20, qui va démarrer dans une semaine. Donc je vous incite à aller voir, à la suivre. Elle est retransmise sur la chaîne L'Équipe. Voilà, pour suivre ces jeunes, parce que voilà, forcément, les deux aussi sont corrélés. Les deux équipes se sont préparées ensemble la semaine dernière. On a un projet qui vraiment permet de vraiment d'avoir un projet commun, spécifique. Vous avez parlé de projet bleu, effectivement, auquel le 15 de France appartient au même titre que les autres équipes. Donc pour nous, en fait, la Coupe du Monde, on va la suivre, mais l'enjeu, donc moi, dans ma responsabilité par rapport aux équipes jeunes, c'est qu'on est déjà tourné vers la Coupe du Monde 2027, c'est-à-dire comment on va former ces joueurs et ces joueuses, même si les Coupes du Monde féminines et masculines sont décalées. Comment on va former, c'est déjà choisir les profils des joueurs, donc les datas vont forcément
Ils nous donnent des renseignements sur l'évolution du jeu, sur l'évolution des capacités physiques des joueurs, en force, en endurance, tout ce qu'on veut. Mais ça correspond toujours à une certaine vision du jeu. Donc on est déjà tourné vers 2027 en échangeant avec le staff du 15 de France, en essayant de regarder tout ce qui se passe dans le monde avec les images et avec les datas, et en travaillant déjà avec cette équipe moins de 20 qui va faire la Coupe du Monde dans une semaine. C'est très certainement, vous retrouverez des joueurs qu'on verra en 2027 qui ont 4 ans de plus, 24 ans. Vous voyez, c'est à la fois, ça passe tellement vite et c'est à la fois si court et si vite que voilà, on est déjà tourné vers l'avenir et on espère évidemment que les 2 Coupes du Monde vont se passer pour les 2 collectifs. Merci beaucoup. Jérémy, nous sommes sur Vivatech, qui est le salon européen incontournable sur l'innovation. On peut voir le monde qu'il y a aujourd'hui et c'est vrai que c'est impressionnant. Est-ce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire votre petit tour d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des nouvelles technologies, est-ce qu'il y a des innovations qui vous séduisent particulièrement et que vous avez vraiment envie d'intégrer très rapidement dans le portefeuille de technologies au service du 15 ? Ouais, c'est vrai qu'effectivement, on est toujours aux aguets, on va dire, des nouvelles technologies qui peuvent sortir et nous intéresser parce qu'on a toujours des problématiques, on a toujours encore une fois des perspectives d'évolution sur des choses où on peut être aujourd'hui limité. Donc il y a plein de sujets qui peuvent nous intéresser, hein, les sujets autour par exemple de la mesure de la fatigue de manière plus précise, peut-être même pourquoi pas en live, avoir des indications, des marqueurs, même s'il y a plein de choses qui sont faites. Hein, on fait déjà des marqueurs biologiques, notamment avec les taux de créatine kinase, etc., qui donnent des informations sur quand le joueur est apte à retourner à l'entraînement, etc. Mais c'est un secteur sur lequel je pense qu'il y a encore plein d'évolutions qui pourront arriver et qui pourront éventuellement être intéressants, tout en essayant aussi d'avoir des solutions à ce niveau-là qui soient non invasives pour le joueur. C'est-à-dire que le joueur, on veut forcément l'évaluer, avoir des informations sur lui, mais il ne faut pas forcément lui donner des questionnaires de 30 questions ou des choses qui vont être trop contraignants pour lui. Il faut que ce soit le plus transparent possible pour que ça puisse s'inscrire dans un projet de long terme. Et après, il y a plein d'autres trucs aussi autour de la réalité virtuelle qui peuvent être aussi à fort potentiel, donc notamment autour des commotions. Je sais qu'il y a des entreprises qui bossent aussi sur ce type d'informations avec de la quantification un peu de données un peu neurologiques pour avoir des informations de quand est-ce qu'un joueur est effectivement commotionné et a eu une dégradation de certaines informations et quand est-ce qu'il est surtout apte à revenir à l'entraînement. Et après en fait un dernier point que je pourrais évoquer parce que c'est effectivement un sujet un petit peu limitant et même et qui est à fort potentiel pour nous d'un point de vue analyse du jeu, c'est tout ce qui va tourner autour du tracking vidéo, donc de la computer vision. Donc ça c'est des choses qui sont maintenant à disposition pour les clubs de football, mais pour nous c'est assez limité de par les spécificités du jeu qui font qu'il y a beaucoup de regroupements, beaucoup de phases assez complexes pour les algorithmes et qui limitent un peu cette utilisation là. Mais on sait qu'une fois qu'on aura aussi cette donnée là un peu qui nous manque parce qu'on a plein d'informations, on a la position un peu du ballon à chaque instant, où on sait qui fait quoi, on a les données GPS qui nous permettent d'avoir les positions de nos joueurs, mais il nous manque un peu cette vision un peu globale du jeu qui nous permettra encore de passer un cap supplémentaire et pouvoir vraiment être pouvoir répondre vraiment à toutes les demandes là-dessus. Mais bon, on travaille aussi là-dessus de notre côté avec certains groupes de recherche, mais on est toujours à l'écoute d'éventuelles évolutions là-dessus. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé Jean-Marc, vous avez parlé des U20. Donc, chez Manpower, nous sommes fans du 15 de France, mais particulièrement des U20 parce qu'ils portent notre logo. Donc, nous suivons évidemment tous leurs matchs avec beaucoup d'attention. Alors, ils se préparent également pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Vous avez commencé un petit peu à aborder le sujet. De par votre expérience, pensez-vous que le niveau de performance de ces équipes, donc juniors, a été impacté par l'usage que vous en avez, que vous avez levé de la data et comment vous pouvez mesurer le progrès d'une manière fiable? Tout à fait, il a été forcément impacté. C'est une méthode. Il impacte forcément, il répond à une demande et il permet en même temps d'évoluer dans notre méthodologie d'entraînement, donc d'être beaucoup plus précis, notamment dans tout ce qui est la quantification de la charge. Comme l'a dit Jérémy, à la fois sur la charge externe, c'est-à-dire d'être capable de mesurer réellement ce que l'on fait. On a les distances parcourues, les intensités de course, les temps courus. Donc tout ça, ça donne des indications forte et pour le joueur pour savoir où est-ce qu'il se situe et pour nous aussi on recherche forcément toujours un certain niveau d'intensité et de savoir si en termes de méthode on utilise la bonne méthode ou pas, si on va trop loin, si on va pas assez loin par rapport à nos objectifs. Donc ça sans aucun doute ça aide les joueurs à être mieux préparés, à mieux se connaître
nous forcément à mieux les connaître aussi, d'un point de vue individuel et aussi de connaître l'équipe, comment elle agit, mais aussi aux joueurs avant tout de mieux se connaître par rapport surtout aux situations d'entraînement qu'on veut proposer, dans les relations avec les autres, et la data aide, comme l'a dit Jérémy, elle aide pas uniquement d'un point de vue physique, elle aide dans l'ensemble des domaines de la performance. Le jeu, les capacités physiques aussi, mais tout ce qui est lié à la récupération, tout ce qui est lié à l'état de forme, et ça c'est fondamental dans la performance. Merci beaucoup. Alors je crois qu'on a encore un petit peu de temps pour quelques questions pour le public, alors n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Bonjour. J'ai fait un peu le tour des innovations, etc. aujourd'hui, et je suis passé notamment au stand Orange, au Hall 2, excusez-moi. Et j'ai vu, c'était une technologie pour les malvoyants, etc. Et donc, en fait, c'est un sort de petit plateau où on voyait en temps réel le mouvement du ballon et un petit peu avec des vibrations, etc. Les mouvements, pas des joueurs, mais du coup, la situation du match. Est-ce que vous pensez que cette technologie-là, elle peut être réutilisée pour améliorer les performances ou pour analyser le jeu d'une meilleure manière? Ouais, bon, je pense que Jean-Marc me complétera, mais effectivement sur ce stand Orange, on y est passé, on y était juste avant aussi, parce qu'effectivement il y a aussi des collaborateurs à nous qui sommes là-bas, et notamment Karim Ghezal, l'entraîneur de La Touche, puisque effectivement c'est pareil, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais il y a toute une petite partie un peu autour de la réalité virtuelle qui permet effectivement de reproduire un peu des situations de touche qu'on a pu connaître, qui ont été préenregistrées et qui permettent notamment en fait de se réentraîner, mais sans forcément à devoir aller sur le terrain, créer de la charge un peu pour les joueurs et tout. Et donc là c'est pareil, un champ qui est hyper large et sur lequel on peut exploiter plein de choses pour essayer d'entraîner, d'améliorer un peu l'aspect peut-être cognitif et prise de décision dans certains contextes. Donc après il y a plein de limites un peu technologiques encore aujourd'hui, mais c'est une voie où je pense qu'effectivement il y a certainement des choses qui peuvent être intéressantes pour les joueurs, peut-être de retour de blessure, ou même pour les joueurs comme ça, pour apprendre des schémas de jeu, des choses comme ça. Il y a plein de cas pratiques qui pourraient découler éventuellement. Sur ce que dit Jérémy, là on est vraiment en train en plus de travailler sur l'imagerie mentale. Donc dans tout ce qu'elle peut utiliser sur la progression technique, sur la prise de décision, la perception des rapports de force, sur le développement de la confiance en soi. Et forcément, quand on se dit imagerie mentale, tout ce qui va être lié à la réalité virtuelle, voire la réalité, on parlait dernièrement du casque Apple qui vient de sortir, la réalité augmentée, c'était certainement des pistes, là encore une fois, en termes de méthode d'entraînement, que ce soit pour des garçons qui ont plus la possibilité, parce qu'ils sont blessés, ils sont en réathlétisation, de continuer à être immergés dans des situations rugby, développer des gestes techniques un peu particuliers comme les lanceurs ou les buteurs, ou peut-être dans les années, sans aucun doute d'ailleurs je pense, dans les années à venir, d'évoluer en immersion dans des environnements virtuels dans lesquels ils vont pouvoir développer aussi des capacités à prendre des décisions et à faire des choix, quoi. Merci pour cette présentation. Juste une question. Une Coupe du Monde, ça se joue contre d'autres équipes. Aujourd'hui, l'équipe de France, elle est plutôt en avance sur l'utilisation de ces technos au même niveau ou en retard par rapport aux autres équipes, et cette intégration justement de l'utilisation de la data dans les entraînements. Merci. C'est une très bonne question, mais c'est au final assez complexe d'y répondre parce qu'en fait on n'a pas une grosse visibilité sur ce qui est fait un peu dans les autres équipes à ce niveau-là. Alors, parce que forcément c'est un milieu concurrentiel, donc personne ne dévoile vraiment ses secrets non plus. Je pense que, mais effectivement c'est basé sur pas grand-chose, mais je pense qu'on avait peut-être du retard avant, qu'on a éventuellement comblé. De là à dire qu'on en avance, je pense que ce serait peut-être prétentieux et peut-être pas forcément vrai, mais effectivement de manière générale, en fait, au-delà de la data, notamment Fabien en fait a une vision un peu globale des choses et en fait essaie d'optimiser vraiment tous les secteurs, quoi. On s'est renforcé d'un point de vue staff, on a un staff qui est quand même très conséquent, où du coup maintenant il y a un data scientist du coup dans le staff, il y a des nutritionnistes, il y a des préparateurs mentaux, enfin il y a tout un tas un peu de secteurs où on essaie vraiment de réfléchir à chacun des secteurs pour essayer de l'optimiser. Mais effectivement bon, c'est difficile de savoir un peu ce qui est fait, il y a certainement pas mal de choses qui peuvent être faites aussi en back-office
office un peu qui peut être un peu caché, délégué à certaines entreprises et tout. On a des collaborations nous aussi avec pas mal d'entreprises, mais pour vous donner un exemple aussi, il y a 4 ans à la fédération, j'étais un peu le seul avec une formation data scientist, et aujourd'hui, à l'heure où je parle, on est une dizaine au final à bosser sur des projets de la fédération, que ce soit pour le 15 de France ou pour les autres équipes. Donc on a une vraie évolution là-dessus. Encore une fois, toujours avec une utilisation raisonnée de la data, ça ne permet pas de régir nos décisions, mais c'est vraiment un appui pour l'aide à la décision des différents interlocuteurs, quoi. Je compléterai peut-être la question. Vous avez parlé effectivement des équipes de d'autres nationalités, mais on a parlé du football. Mais quelles sont les filières, enfin les fédérations sportives qui vous paraissent en avant justement sur l'usage de la data, mis à part le football et le rugby? Ouais, alors après, il y a tout ce qui est effectivement sport américain, où bon, ils ont une culture de la data qui est forcément beaucoup plus importante que nous. Nous, ça a mis un peu plus de temps. Après, dans le football, ça s'est développé de plus en plus. Et en plus, en France aussi, avec le recrutement, forcément, il y a un gros enjeu avec énormément du coup, de volume de données qui demandent effectivement cette nécessité d'avoir des experts de la donnée. Et après, effectivement, il y a certains sports qui s'y prêtent plus, comme par exemple le football américain, où là, c'est vraiment des situations données beaucoup plus stratégiques. Nous, il y a des choses qui sont programmées, mais ensuite, il y a des choses qui peuvent être un peu plus chaotiques, même si tout est assez réfléchi. Donc, voilà, après le basket, les choses comme ça. Le basket, je pense qu'il y a une image, une data visualisation qui est assez marquante sur justement l'impact des statistiques, avec notamment le visuel un peu des shoots et notamment de la règle des 3 points, où c'est beaucoup plus codifié. Il y a des vraies règles qui ont été faites par rapport à ça. Donc bon, en France, on a moins cette culture-là, mais on va dire qu'encore une fois, on rattrape pas mal notre retard. Et de la même manière, il y a eu beaucoup de data scientists qui ont été recrutés quand même sur l'ensemble des sports ces dernières années, quoi. Écoutez, merci beaucoup. C'est passionnant et je crois qu'on ne regardera pas forcément un match de rugby de la même façon. Dans les prochains matchs qui s'annoncent, évidemment, sont passionnants et on sera tous derrière le 15. Enfin, tous derrière les différentes équipes du 15, évidemment. Et merci encore d'être venu nous voir et de nous parler de cet usage de la data. Merci beaucoup.